Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tutti quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Mais c'est génial, j'ai trouvé un nouveau truc. Salut Bégonias, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. Vidéo conseil puisque je travaille à Jardiland depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans à peu près. Quand je vais en serre chaude, même si c'est pas mon rayon, je revois souvent le b.a-ba pour les plans d'intérieur et je me dis pourquoi pas en faire une vidéo. Ça juste, je voulais savoir, est-ce que tu connaissais la marque Fago? Alors je te préviens juste, c'est pas du tout un partenariat. C'est juste que j'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est une marque, enfin je trouve génial. Vraiment, je porte d'ailleurs leur t-shirt et une ceinture. C'est trop stylé, regarde le logo. Tu vas comprendre pourquoi j'aime beaucoup ça. Attends. Bon, regarde pas, je pointe. T'as vu le logo, c'est génial. C'est une marque en fait dont les fringues sont éco-responsables. Et par exemple, ce t-shirt, il y a 50% de coton recyclé et 50% du neuf. Si j'ai bien compris. Bon, bref, je vais pas faire une vidéo sur cette beauté. Je parle pas de moi, je parle du t-shirt. Et la ceinture, ah si, faut que je t'explique. La ceinture, voilà. Elle est élastique et en fait, elle est pas percée. Et du coup, mais tu sais, la boucle là, en fait, ça peut se percer n'importe où dans la ceinture. C'est trop génial. En plus, moi, je suis gaulé comme un face, mais il faut que je l'étire au maximum le truc. Bref, c'est trop bien. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bien parce que le logo, tu vois, c'est quelqu'un avec un vélo avec une plante. Plante, c'était pour moi. Voilà, bref. Revenons à nos moutons. J'avais envie de faire une vidéo sur l'entretien des plantes d'intérieur. Surtout pendant l'automne et l'hiver. C'est une période très particulière, une période charnière pour nos bébés. Alors du coup, dans cette vidéo, que tu sois nouveau ou pas, je vais t'expliquer le b.a-ba. Selon moi, je précise, ce qui marche chez moi peut ne pas forcément marcher chez toi. Ça dépend de plein de paramètres. Donc, ne viens pas me gueuler dessus en commentaire si ça n'a pas fonctionné tout ce que je t'ai dit, ok? Règle numéro 1. Quand tu es plante addict et que tu as beaucoup de plantes, ou quand tu commences à devenir plante addict et que tu commences à avoir beaucoup de plantes, le premier pilier pour des plantes en bonne santé en hiver, c'est la lumière. Je t'explique. Attends, je m'assois, ça va être long. Enfin, long. Faut vraiment que j'apprenne à cadrer, moi ça va pas là. Je te disais donc, le premier pilier, selon moi, à surveiller, c'est la lumière. En automne-hiver, tu l'auras sûrement remarqué si tu es quelqu'un de normalement constitué, les jours raccourcissent. Ok? L'intensité de la lumière chute. D'accord? C'est pour ça qu'on est en carence, nous les êtres humains, et que ça porte aussi sur le moral. Mais ça joue énormément sur la santé de nos bébés. Il faut savoir qu'à partir de 1 mètre de distance de la fenêtre, il me semble, à vérifier, la plante capte 50% de moins de luminosité. Et ça, je te parle au printemps, donc en automne et hiver. Dis-toi que si tu la mets au moins à 1 mètre, la plante va capter beaucoup moins de luminosité que les 50% restants. Il faut savoir que ce sont des plantes, et les plantes ont besoin de lumière, en fait, j'espère qu'il y en a qui suivent, pour pouvoir bien se développer, pour faire du sucre, la photosynthèse, etc., etc. Donc, si tu les prives d'un élément essentiel à leur vie, tu peux t'attendre à avoir des insectes, des maladies et plein de merde dessus. Selon moi, le premier élément à surveiller en priorité, c'est donc la lumière. Et pour ça, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Si tu es plante addict, tu sais sûrement, d'ailleurs si tu me suis depuis un moment, cette vidéo ne va te servir entre guillemets à rien à part m'admirer. Ouais. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue. Et pourquoi tu n'es pas encore abonné? Donc abonne-toi merci. Je disais donc, tu as plusieurs options. La première, si tu es plante addict, tu le sais. Si tu es nouveau dans la sphère des plantes, bienvenue. Tu ramènes toutes les plantes les plus proches des fenêtres. Chez tous les plantes addicts normalement constituées, c'est ce qui se passe en général. L'exposition aussi derrière la fenêtre va être extrêmement importante. Exposition nord, il y a
très peu de soleil qui va taper sur la vitre, normalement, ou en tout cas beaucoup moins. Si tu es exposé sud, alors là c'est full lumière, tu vois. Mais en automne-hiver, ça va être super important aussi cette orientation. Mais dans tous les cas, que ce soit exposé sud, nord, est, ouest, en hiver, automne-hiver, tu rapproches le plus possible les plantes des fenêtres. C'est déjà 50% du travail de fait. Si tu n'as pas une super bonne exposition, admettons, tu es en ville, la fenêtre, elle donne sur la rue et tu as un bâtiment juste à côté, tu n'auras pas forcément beaucoup de lumière. Donc là, tu as un moyen de pallier au manque de lumière. Ça s'appelle des lampes horticoles. Je ne vais pas refaire la promotion des lampes horticoles parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en gros, c'est une lampe qui imite un petit peu le rayonnement du soleil. Tu peux programmer les lampes en fonction du temps que tu veux. Je crois que c'est 4, 6, 8 ou 12 heures ou je sais pas combien, bref. Et ça pallie énormément au manque de lumière. C'est le principe de base des lampes horticoles. Tu le vois à côté de moi. Je suis un plante addict. Donc, en automne-hiver, on ne voit plus les fenêtres. Là-bas, là tu vois peut-être, attends, là, ou même, peut-être j'arrive pas à diriger, oui bon, et là, enfin, vers là-bas, tu vois qu'il y a la source lumineuse, tu vois qu'il y a la fenêtre. On ne la voit quasiment pas parce que j'ai basculé quasiment toutes les plantes vers la fenêtre en question. Il y en a aussi dans la chambre, il y en a aussi au salon. Un petit peu moins quand même, mais bon, il y en a quand même. Au moins, c'est une source lumineuse et c'est nickel, les plantes elles vont très bien. Après, en revanche, je suis un peu dans l'excès des fois, j'ai quand même acheté des lampes horticoles. Des lampes horticoles qui vont être sur l'étagère en fer qu'il y a derrière et que tu ne vois pas, mais aussi des lampes horticoles qu'il y a derrière toi, parce que là-bas, il n'y a quasiment pas de lumière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, tu vois, tu as la fenêtre en face de moi, ok? Tu as le rayonnement solaire, quand il y en a, je suis bossu quand même, tu as le rayonnement solaire, quand il y en a, qui vient comme ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Admettons que je suis la fenêtre, ok? Quand il y a la lumière qui arrive, mon rayonnement solaire il va faire ça, ok? Mais si tu as une plante qui est sur les côtés là, il va y avoir très très peu de lumière. Donc, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est avoir des lampes horticoles, soit à gauche, soit à droite, soit les deux, ça sert en fonction de ce que tu veux, ou dans la zone où le soleil ne va pas. Pour l'automne et l'hiver, je précise. Hein. Bon. Au moins, une fois que tu as géré ce paramètre-là, tu as déjà 50% du job qui est fait. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est l'arrosage. Le premier souci, quand les gens viennent, par exemple à Jardiland, et qui me montrent la photo de leur plante qui est en train de passer l'arme à gauche, en général, c'est l'excès d'eau. Très souvent, ils me disent « Ouais, mais on m'a dit 1 fois par semaine, on m'a dit 2 fois par semaine, etc. etc. » Ce conseil-là, en jardinerie, bien évidemment, ce n'est qu'un conseil. Ce n'est pas absolument ce qu'il faut appliquer à la lettre. Je m'explique. Quand on te donne, je dis « on » parce que je fais partie des conseillers, quand on te donne une fréquence d'arrosage, en général, c'est quand c'est la pleine période de croissance. C'est en général au printemps. Okay. Une plante, on va dire... attends. Celle-là. Rhaphidophora megaphylla. Je l'ai eu pour Noël. Elle est magnifique, t'as vu? Trop belle. Elle te fait des feuilles énormissimes. J'ai trop hâte. Bref, admettons, tu es quelqu'un qui achète une plante, ok, en automne ou en hiver, et tu demandes l'arrosage. Moi, ce que je précise, c'est que la fréquence que je donne, c'est au printemps, à la période de croissance, d'accord? Après, je leur explique qu'il faut tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre pour que la plante se sente bien et qu'après, s'il y a un paramètre qui ne va pas, les autres peuvent éventuellement pallier, mais il va y avoir quand même des problèmes. Donc, quand un conseiller te dit qu'il faut l'arroser peut-être 1 fois par semaine, c'est au printemps. Après, en été, quand il va faire très très chaud, il va falloir faire plus d'arrosage et en automne-hiver, il va falloir faire moins d'arrosage. Parce que les plantes, elles captent. En fait, tous les éléments sont liés. Lumière, chaleur, arrosage, humidité, etc. Tout est lié. Donc, s'il y a un des paramètres qui déconne, les autres paramètres vont être perturbés aussi et vont jouer sur la santé de ta plante. Si tu n'as pas de lumière et que tu continues à arroser comme si tu avais de la lumière, il y aura un excès d'eau et ça va faire pourrir. Tu vois? Donc, quand on te donne un conseil pour l'arrosage de ta plante, alors soit c'est toi qui demandes en automne, hiver comment ça se passe, soit c'est le conseiller. Moi, j'avoue, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je donne pour toutes les saisons, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, quand tu dois arroser une plante en automne-hiver, tu réduis
les arrosages. Tu laisses bien sécher avant de réarroser, en fonction des plantes. Tu vois. Mais moi, les miennes, par exemple, j'ai quasiment que des tropicales à l'intérieur. Je crois que d'ailleurs, j'en ai que ça. J'ai pas de plantes grasses, elles sont toutes dehors. Toutes mes plantes d'intérieur, je peux ne pas les arroser. Mais je dis toutes, hein, que ce soit des petits pots qui sèchent très très vite ou des gros pots. Je peux ne pas les arroser pendant 3 semaines. Hein. Et ça se passe très bien. Alors, au bout d'un moment, il y en a qui ont la feuille flétrie. Mais après, je préfère leur faire manquer d'eau plutôt que d'excès d'eau. Parce que du coup, c'est beaucoup plus simple à sauver. Une plante qui a trop d'eau. Parce qu'une plante, c'est beau, mais c'est un peu teuteux. Plus il y a d'eau, plus ça boit. Alors que ça n'en a pas forcément besoin. D'où la pourriture. Parce qu'une fois que les racines elles pourrissent et que tu ne connais pas forcément ta plante, tu te dis, ben, la plante, elle est flétrie parce qu'elle ne peut plus absorber d'eau. Donc, elle a soif. Donc, tu rajoutes de l'eau. Non, non, non. Donc, ouais, on va dire c'est 80% des accidents qui se passent quand les gens viennent à Jardiland avec la photo de la plante intérieure, il y a en général trop d'eau. Donc ce que tu fais, c'est... Putain, c'est long mes explications quand même. Ce que tu fais, c'est qu'en automne-hiver, tu réduis les arrosages. Une plante que tu arroses une fois par semaine, on va dire au printemps, tu vas l'arroser peut-être une fois toutes les 2 voire 3 semaines en automne et en hiver. Eh oui! Après, ça dépend des plantes. Et ça dépend aussi le terreau que tu as utilisé si tu l'as rempoté. Oui, parce que le terreau universel, alors il y en a qui l'utilisent. Je crois que notamment Clémentine de la chaîne Cocotte en pot utilise le terreau universel pour rempoter les plantes intérieures. Personnellement, j'adhère pas à ça, mais après si ça marche très bien. Mais moi j'utilise que du terreau plein intérieur ou du terreau Si Botanica qui est beaucoup plus qualitatif et qui est un peu plus adapté en fonction de la plante que tu as. Le terreau est un élément essentiel. Alors, en ce moment, on voit fleurir un peu partout le substrat qui s'appelle le pont. Tu sais, c'est le gravier, c'est le minéral, c'est ça. C'est pas des graviers de chantier, je te préviens. C'est des minéraux un peu particuliers, mais on va pas rentrer dans le sujet du pont, on va rester vraiment dans le sujet de terreau. Le substrat jardinerie, et je travaille en jardinerie, je trouve que c'est nul. C'est pas forcément adapté à la plante. C'est bien pour les premières semaines ou les premiers mois à la rigueur, mais tout en sachant qu'il faut connaître la plante que tu achètes. D'accord? Parce que le substrat jardinerie, en général, et j'ai dit bien en général, c'est très souvent de la tourbe ou de la fibre de coco, donc c'est quelque chose qui retient énormément l'eau. Et en automne-hiver, si tu n'as pas une bonne luminosité et que tu as la main un peu trop lourde sur l'arrosage, oh ben tu es sûr que la plante ne va pas passer l'hiver, en fonction de la plante. Et en fait, c'est quelque chose qui retient tellement l'eau que quand tu n'as pas de lumière, parce que la lumière assèche un tout petit peu, si tu n'as pas de lumière assez forte, ben en fait l'eau va stagner au niveau des racines. D'où le fait que quand tu en achètes une plante, il faut en général la rempoter. Je dis bien en général. Tu as des indices qui te montrent que la plante a besoin d'être rempotée. C'est si les racines elles sortent du pot. Là, c'est qu'il y a besoin que ce soit rempoté. Mais en général, le rempotage, ça serait plutôt au printemps. Mais si tu vois que ta plante elle se met en PLS en plein hiver, tu vas pas attendre le printemps, elle sera canée avant. Hein. Ouais, le terreau, c'est selon moi le 3e pilier. Le terreau, c'est le terreau plante d'intérieur. Le basique, hein, tu vas par exemple à Jardiland, Truffaut, Botanique ou que sais-je, prends du terreau plein d'intérieur, très bien, dans un pot percé toujours pour que l'eau puisse s'évacuer. Au fond des pots, ce que tu peux faire, c'est que tu mets des billes d'argile. Pourquoi, tu vas me dire? Eh bien, je vais t'expliquer. Quand tu mets une plante sans billes d'argile dans un pot percé toujours, bien évidemment, que tu mets que du terreau, ok? Quand tu vas arroser, l'eau va, par gravité, descendre au fond du pot, ok? Et si tu ne mets que du terreau, alors si en plus il est de mauvaise qualité, voilà. Mais si tu mets même que du terreau plat d'intérieur, ben en fait c'est souvent le fond du pot qui va rester humide. Et les racines, de manière naturelle, vont partout sur les côtés, mais aussi en profondeur. Et une plante, comment c'est constitué? Donc tu as les racines, et au bout des racines, tu as une partie où il y a les poils absorbants. C'est par là que rentrent l'eau, les sels minéraux, etc. Mais c'est cette partie-là aussi qui va se retrouver dans le terreau constamment humide. Je parle en automne-hiver. Hein. Enfin, c'est comme ça toute l'année, mais en automne-hiver, c'est d'autant plus important. C'est parce que vu que les racines vont rester dans le terreau tout le temps humide, ça va boire, boire, boire et il n'y en a pas l'utilité. Et ça va pourrir. Au lieu de mettre que du terreau, tu mets une couche de billes d'argile. Okay, ça va aider à l'écoulement de l'eau. Et les racines, elles vont prospecter dans la partie terrienne, la partie du terreau. Et après, au pire, elles descendront dans les billes d'argile. Mais ça évitera la pourriture des racines. Ce qui arrive en général très très souvent. Donc là, on a vu la lumière, on a vu l'arrosage, on a vu le terreau. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte que je vais te raconter de suite. Il y a la chaleur. En automne-hiver, on a un truc magique qui s'appelle le chauffage. Voilà. Alors le chauffage, c'est très bien, sauf que ça assèche énormément l'air. Les plantes le ressentent. Oui, messieurs, dames. Les plantes le ressentent et ça peut avoir des conséquences assez importantes sur les plantes.
la chute des feuilles, le brunissement des feuilles, le dessèchement carrément de la plante, voilà, en fonction de si c'est une plante un petit peu sensible. Ce que tu peux faire, alors c'est éventuellement ne pas trop chauffer, déjà pour ta facture EDF et pour tes plantes aussi. Après, tu ne vas pas ne pas chauffer pour tes plantes, parce que s'il fait trop froid, si en plus il n'y a pas forcément de lumière et que tu as trop d'eau, bah, clairement tu condamnes ta plante. Ah, c'est un peu relou, hein? Ah oui, 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 oui. Donc ce que tu vas faire, c'est que donc tu vas allumer ton chauffage 20 degrés en moyenne, je crois. Tu vas peut-être arroser un tout petit peu plus et tu vas aussi pouvoir apporter une certaine humidité. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est avoir peut-être un humidificateur, mais alors pas dans n'importe quelle condition. Tu vas pas le mettre sur une plante isolée, etc. Tu vas le mettre là où il y a beaucoup de plantes, près de la lumière, et si vraiment tu sens que ton air est sec et que tu vois qu'il y a des feuilles qui commencent à sécher ou brunir. Parce que c'est un manque d'humidité, ce qui dit que l'air est trop sec et que la plante ne va pas kiffer du tout. Donc pour pallier à ça, tu peux avoir un humidificateur par exemple. Alors un humidificateur, c'est un objet qui te brumise de l'eau, mais des très fines gouttelettes, et il n'y a pas de dépôt au sol, ça ne va pas faire pourrir tes feuilles ni ta plante normalement. Et il y a des plantes qui vont pas forcément supporter le manque de chaleur. Je parle notamment des alocasia qui, surtout quand elles sont en pont, donc le gravier que je te montrais tout à l'heure, s'il ne fait pas minimum 19 degrés, elles perdent les feuilles. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai toutes mes alocasias qui perdent les feuilles en ce moment. Et pourtant, Dieu sait qu'il fait plus de 19 degrés dans le salon. Mais il y a des plantes qui sont super sensibles au moindre manque d'un seul élément. Manque de lumière, manque d'eau, manque de chaleur, d'humidité, etc. Tu as un objet qui apparemment est fabuleux, qui s'appelle le tapis chauffant. Je ne t'en parlerai pas parce que je n'en ai pas, donc je ne vais pas risquer de te faire la promotion entre guillemets d'un produit que je n'ai pas. Mais pour les plantes qui sont en pont, et notamment pour les alocasia, apparemment ça sauve des feuilles. Hein. Et j'en veux pas parce que si on commence à chauffer les plantes et pas nous, ça va peut-être aller, on va se détendre. On récapépète. Tu mets les plantes près de la lumière, près de la fenêtre. Et si tu n'as pas de bonne luminosité, tu peux avoir des lampes horticoles. Tu fais très attention aux arrosages. Trop d'eau, pourriture. Pas assez d'eau, flétrissement, mais c'est facilement rattrapable. Sauf si ça fait 3 mois que tu as oublié de mettre de l'eau. Au bout d'un moment, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Troisième point très important, la qualité du terreau, bien évidemment. Quatrième, le chauffage. Cinquième, l'humidité. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Les engrais. Alors, dis-toi que les engrais, il y en a un petit peu déjà dans le terreau. En général, dans toutes les jardineries dans lesquelles tu peux aller, jardin, c'est bien. Dans tous les terreaux, il y a un tout petit peu d'engrais. L'engrais, tu sais, c'est le NPK. Azote, potasse, phosphore. Non, azote, phosphore, potasse. Après, en complément, tu peux avoir des engrais, comme par exemple les engrais Hydropassion. Je ne vais pas te faire une vidéo pour faire la promotion de ces produits qui sont géniaux, mais l'engrais, tu peux en mettre toute l'année. Alors en automne-hiver, normalement c'est déconseillé, mais si tu as des plantes qui continuent à pousser, par exemple moi j'ai les monstera. Quand tu as des plantes qui continuent à pousser, par exemple chez moi les syngoniums n'arrêtent pas, les monstera n'arrêtent pas, surtout parce qu'il y a les lampes horticoles aussi, je peux les aider avec un tout petit peu d'engrais. Mais l'engrais en automne-hiver, je le sous-dose, puisque leur système est quand même... Parce que leur système aux plantes est quand même ralenti, donc on ne va pas surdoser, sinon brûlure et mort, et ça c'est hors de question. Mais peut-être que mes explications ont été un peu longues pour certaines, mais je voulais essayer un petit peu de détailler pour que tu comprennes vraiment l'essentiel en soi des plantes. C'est pas compliqué. Quand quelqu'un vient me dire Jardiland, ouais, j'ai pas la main verte, non, c'est pas que vous n'avez pas la main verte, c'est que vous n'avez pas réussi à rassembler les bons éléments ou que vous n'avez pas trouvé la plante qui est adaptée chez vous. En général, les gens me disent, ouais, j'ai acheté cette plante et celle-là, et je comprends pas, ça va pas, elle perd les feuilles, nanana. Alors en général, c'est des alocasia ou des calathea. Personnellement, je dis que c'est pas les plantes les plus simples quand on n'a pas la main verte. Mais après, ce n'est que mon avis. Je dis pas que j'ai la science infuse, attention, loin de là. Et c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube, voilà, que il faut prendre en compte absolument au moindre mot tout ce que je dis. Voilà. Mais pour ce que j'ai vu sur les autres YouTube ou sur les explications qu'on a pu me donner,
J'ai pu voir que les alocasia et les calathea, même si c'est très coloré, très beau, très graphique, etc., c'est pas les plus simples. Donc en général, je les rabats entre guillemets vers des plantes beaucoup plus simples, style Monstera, style Pothos, style Dracaena ou que sais-je. Et après, je leur explique vraiment en détail entre guillemets tout ce que je viens de t'expliquer. Alors en un peu plus court parce que bon, je vais pas passer non plus une demi-heure avec chaque client, même si des fois il faudrait et même si des fois j'aimerais, mais ce n'est pas trop possible. Mais c'est pas que vous n'avez pas la main verte, c'est juste qu'il faut pouvoir combiner tous les éléments et que si jamais il y a un élément qui manque, il faut que les autres éléments puissent compléter ce manque-là. Et c'est assez compliqué. Après, il faut pouvoir jauger aussi chez vous, est-ce que c'est possible ou pas. Mais ça, je peux pas le savoir à votre place. Toutes les plantes, il y a au moins une plante qui va vous plaire et qui peut s'adapter chez vous. Voilà. Après, il faut aussi vérifier la toxicité des plantes par rapport à vos animaux ou vos enfants. Bon. Ça, après, Google le saura. Écoute, moi, je crois que j'ai fini de t'expliquer l'entretien minimum en hiver. Alors après, si tu es totalement novice dans le milieu des plantes, ça peut te paraître super fastidieux tout ce que je t'ai dit et peut-être même casse-tête, voire impossible. Pas du tout. Tu places ta plante près de la fenêtre, t'arroses très très peu. Le chauffage, normalement, tu l'as mis de manière naturelle parce que tu te cailles les miches chez toi. L'engrais, t'en mets pas forcément. C'est tout. Et avant de terminer, je vais te présenter du coup mes 3 nouvelles plantes que j'ai eues pour l'année 2026. Qui va commencer, ou qui a commencé, le moment où je sors cette vidéo, c'est sûr qu'elle a commencé. Je vais te présenter, tu en as déjà vu une, le Rhaphidophora megaphylla. À vous, j'en suis dingue, elle est magnifique. Elle est magnifique et c'est une plante qui se perfore quand... Non, elle se perfore pas, qu'est-ce que je dis? Je te mets une photo à taille adulte, tu vois la taille des feuillasses. Par contre, je ne sais pas si c'est un rampant ou un grimpant. Ça a l'air d'être un rampant et je ne vais pas le foutre en jardinière. Ça, plus l'engrais, hydropation, alors là, on pourra plus passer. Et j'ai eu 2 petites plantes, oui, et c'est des bégonias. Voilà. Donc si tu ne le savais pas et que tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, déjà abonne-toi, merci beaucoup. Et j'ai commencé la chaîne en parlant des bégonias. Et on va vous faire 2 bégonias, dont un que je n'avais pas. Et le deuxième, je ne sais pas si je l'ai déjà ou pas. Ouais, mais si, je pense que je l'ai celui-là. Le premier, c'est des bambusiformes. Tu vois ça? Il y a la petite fleur et tout. Donc le revers rouge sang. Et en fait, sur les jeunes feuilles, tu vois les points, sur les feuilles récentes, les points sont roses. Ah bon, après ils blanchissent un petit peu, c'est normal. Et je crois que celui-là, c'est le polka dot pink. J'en ai un polka dot pink, mais les feuilles, elles sont pas aussi rondes. Et je crois pas qu'elles soient aussi crénelées sur les bords. Il me semble pas. À vérifier, bon. Mais il est trop beau, oui. Et le deuxième, je crois que c'est le bégonia Catherine II. Il me semble. À confirmer ou à infirmer. Si quelqu'un est très calé en bégonia, bonjour déjà. Et est-ce que tu peux confirmer ou infirmer s'il te plaît? D'après les photos que j'ai pu voir sur internet, ça a l'air d'être le Catherine II. S'il faut, je me suis totalement foutu le doigt dans l'œil et j'ai pas vu. Mais du coup, je le trouve trop beau et celui-là, c'est sûr que je l'ai pas. Enfin maintenant, si, mais avant, je l'avais pas. Et bien évidemment, quand ils envoient ça, en jardinerie, les fournisseurs ne mettent pas la variété précise, ils mettent juste bégonia mix. Ce serait bien de préciser vraiment la variété. S'il vous plaît, faites un petit effort. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça t'aura aidé et éclairé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà quoi, en fait, je vais conclure la vidéo comme ça. Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo quoi. Ça te va? Allez, continue, passe je sais pas s'il faut dire bonne année ou bon courage. Parce que tous les ans, il y a une grosse merde qui nous tombe sur le coin de la gueule. Vraiment, c'est pas top. Donc je te dis, voici, je te dis quand même bonne année. Et à bientôt. Voilà. La bise à Denise. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici. C'est le même pseudo. N'hésite pas à m'envoyer des messages. J'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné. J'espère jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ciao.